Et si la véritable révolution du Sahel n'était pas portée par les fusils, mais par une métamorphose silencieuse des consciences? Pendant des années, les bouleversements au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont été assimilés à des sursauts de colère, condamnés à disparaître sous le poids écrasant des sanctions. Les capitales occidentales, sûres de leur force, misaient sur le gel des avoirs, la fermeture des frontières, les menaces et les pressions pour étouffer l'élan d'émancipation. Leur pari: contraindre les populations à désavouer leurs dirigeants et à revenir dans le giron de l'ordre établi. Mais, contre toute attente, la pression externe a ressoudé les sociétés sahéliennes. Au lieu de s'effriter, les alliances entre ces États se sont consolidées, nourrissant un sentiment inédit d'unité et d'espoir. Cette dynamique rappelle celle de la Révolution tranquille au Québec, où la pression extérieure a poussé à l'affirmation identitaire et à la cohésion sociale. La résilience du front sahélien a transformé une succession de coups d'État en une vague irrésistible, qui déborde maintenant les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette transformation évoque l'effet domino observé lors de la chute du mur de Berlin, où un événement local a précipité la métamorphose de tout un continent. Ce mouvement ne s'essouffle pas, il s'étend, captant l'énergie de la jeunesse, des intellectuels, des commerçants. Il s'exprime dans la rue comme dans les urnes, comme l'a prouvé le Sénégal récemment. Désormais, ce n'est plus seulement une affaire de caserne, mais une aspiration profonde qui traverse toutes les couches de la société ouest-africaine. Prenons par exemple la mobilisation de la jeunesse à Bamako, qui organise depuis plusieurs années des forums citoyens pour discuter des enjeux de souveraineté et de développement. Ces forums, souvent nés sur les réseaux sociaux, rassemblent des milliers de participants et inspirent des dynamiques similaires à Ouagadougou et Niamey. Ne pas voir ou sous-estimer cette lame de fond, c'est risquer de manquer la portée réelle d'une transformation historique. Car ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'avenir de quelques nations enclavées, mais la redéfinition du pouvoir, de la richesse et de l'influence sur l'ensemble du continent africain. Pour saisir comment cette flamme s'est allumée et pourquoi elle refuse de s'éteindre, il faut revenir aux premières étincelles de la rébellion sahélienne. L'histoire du Sahel, jalonnée de résistance, trouve un écho dans celle des luttes anticoloniales. Souvenons-nous de la résistance de Samori Touré au XIXe siècle, qui a défié les armées coloniales françaises. Le point de départ n'est pas un simple putsch, mais une accumulation de frustrations et de rêves déçus. C'est là, dans les marges du Sahel, que la mèche a été allumée. Les griefs historiques, l'injustice perçue dans la répartition des richesses, la mainmise étrangère sur les ressources, tout cela a nourri une colère patiemment contenue. Ce qui devait être une asphyxie s'est mué en déclencheur d'unité. Face à l'adversité, la société sahélienne a puisé dans ses traditions de solidarité. Des pratiques ancestrales, comme le thon au Mali, association villageoise d'entraide, ont été réactualisées pour répondre à la crise. Quand la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aiguillonnée par l'Occident, a fermé toutes les frontières, gelé les avoirs et coupé la lumière, la stratégie paraissait implacable. L'objectif était limpide: étouffer la volonté populaire et forcer le retour à l'ordre ancien. Beaucoup misèrent sur la faim et la pénurie pour pousser les peuples du Sahel à rejeter leurs nouveaux dirigeants. Mais l'esprit sahélien ne se laisse pas intimider. Ici, l'adversité forge le quotidien. Les habitants du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas cédé. L'isolement, loin de miner le moral, est devenu un badge d'honneur. Dans les marchés de Bamako, on a vu des collectes spontanées pour soutenir les familles touchées par la fermeture des frontières. Au Niger, les radios communautaires ont diffusé des messages de résilience et d'appel au calme. Le blocus occidental, conçu comme une punition, s'est transformé en symbole de dignité reconquise. Plus les sanctions pleuvaient, plus elles renforçaient la conviction d'être en pleine lutte pour la souveraineté. Refuser de plier, ce n'était plus l'affaire d'une élite, mais un réflexe populaire, du marché de Bamako au village reculé du Niger. La tentative d'étouffement n'a pas isolé les chefs, elle a soudé les peuples. Face à la pression, la créativité s'est épanouie. Réseaux parallèles, solidarité renforcée,
entraide panafricaine réinventée. Chacun comprenait que céder, ce serait renier la dignité collective et l'espoir d'un avenir choisi. Par exemple, au Burkina Faso, des coopératives agricoles se sont organisées pour contourner les circuits traditionnels d'import-export, en favorisant les échanges directs avec le Niger et le Mali. Les plateformes numériques ont permis de coordonner les approvisionnements, contournant ainsi les blocages. Sous-estimer cette force, c'est ignorer la poussée irréversible vers la souveraineté qui traverse le Sahel. Et, pour ceux qui observent de loin, c'est manquer l'occasion de s'adapter ou de repenser leur place dans ce nouvel équilibre africain. Mais cette union inédite ne s'est pas forgée sans douleur. L'épreuve a révélé aussi bien les failles que les ressources insoupçonnées de la société sahélienne. Les coupures d'électricité, par exemple, ont mis en lumière la dépendance aux réseaux extérieurs, poussant à l'émergence de projets d'énergie renouvelable locaux. La souveraineté serait-elle devenue virale? Ce qui était perçu comme une anomalie, confinée au Sahel, se mue en une fièvre régionale. L'alliance des États du Sahel, loin de s'effriter sous l'isolement, s'est soudée, entraînant tout un continent à questionner son destin collectif. Les sanctions et fermetures de frontières, voulues pour étouffer l'élan souverainiste, ont agi comme un catalyseur. Le blocus n'a pas asphyxié le Sahel, il l'a poussé à s'ouvrir ailleurs. Désormais, la Russie, la Turquie, la Chine, jadis secondaires, deviennent des partenaires stratégiques convoités. Un signal fort, Paris et Washington ne dictent plus seuls les règles du jeu. Au centre de cette métamorphose, l'Alliance n'est plus une simple coalition militaire. Elle s'est muée en confédération, posant les bases d'un super-État africain. Ce n'est plus une alliance de circonstances, mais la matrice d'une souveraineté collective nouvelle. Les avancées sont tangibles, création d'un passeport commun, ambassade unifiée, infrastructures numériques indépendantes. Le contrôle s'étend désormais des frontières physiques aux flux de données, jusqu'à la voix de la région sur la scène internationale. Concrètement, à Bamako, une nouvelle agence régionale de cybersécurité voit le jour, protégeant les données sensibles contre les interférences étrangères. Ce modèle sahélien défie ouvertement l'expérience européenne. Tandis que l'Union européenne prône solidarité et discipline, la Confédération du Sahel revendique une égalité réelle entre ses membres. L'hypocrisie du discours international éclate. Ce qui est applaudi à Bruxelles est vilipendé à Niamey. La vague ne s'arrête pas à l'armée. Le Sénégal, longtemps vitrine de la stabilité pro-occidentale, voit sa population choisir massivement, par les urnes, l'idéal souverainiste. Désormais, l'indépendance ne se limite plus aux casernes, elle s'enracine dans le peuple. Lors des dernières élections, la participation électorale a atteint un niveau inédit, révélant une volonté populaire de s'approprier le destin national. L'enjeu est immense. Si cette dynamique s'étend, c'est tout l'héritage colonial, emploi, richesse, sécurité, dignité, qui vacille pour des dizaines de millions de personnes. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir, mais de survie, de prospérité, de fierté retrouvée. La question change de nature. Le Sahel tiendra-t-il? Non. Désormais, il s'agit de savoir qui tombera ensuite. Les prochains points de bascule sont à surveiller. Le Sénégal, tout juste converti, et le Tchad, dont la stabilité chancelle déjà. Mais au-delà des capitales et des urnes, d'autres forces travaillent dans l'ombre. Les premiers signes d'une recomposition géopolitique plus vaste s'annoncent déjà. Des mouvements citoyens s'organisent, comme en Côte d'Ivoire, où des collectifs réclament plus d'autonomie face aux décisions régionales imposées. Et si la prochaine brèche surgissait du centre et de la façade atlantique? Tous les regards convergent désormais vers le Sénégal et le Tchad, deux pièces cruciales au potentiel explosif. Dakar, porte de l'Atlantique, pourrait devenir le débouché décisif qui briserait tout blocus imposé contre le Sahel. Ce port stratégique offrirait à la Confédération sahélienne un accès direct au commerce mondial, hors d'atteinte des pressions et sanctions occidentales. Un tel point d'entrée bouleverserait la donne, permettant au Sahel de respirer et de s'affirmer sur la scène internationale. Un scénario similaire s'est déjà produit avec le port de Djibouti, qui a permis à l'Éthiopie de contourner son enclavement
après l'indépendance de l'Érythrée. Mais l'évolution la plus saisissante ne se limite pas à la logistique. Elle est humaine et générationnelle. La jeunesse sénégalaise, galvanisée par la récente victoire démocratique et lasse des injonctions venues du Nord, ne voit plus les colonels sahéliens comme des parias. Bien au contraire, ils deviennent des modèles, des symboles d'une souveraineté conquise de haute lutte. Cette admiration franchit les frontières du Sahel, se répand sur la côte, dans les rues de Dakar, sur les réseaux sociaux, dans l'imaginaire d'une génération avide de dignité et de contrôle de son propre récit. Au même moment, le Tchad vibre sur une corde sensible. Jadis bastion militaire de la France, N'Djamena hésite. Le régime, sous la pression populaire et face à l'exemple sahélien, oscille entre fidélité à l'Occident et tentation d'un rapprochement avec Moscou. Un tel basculement ne serait pas anodin. Il dessinerait un corridor souverain, de l'Atlantique à la mer Rouge, reliant Dakar à Port-Soudan. Un axe inédit qui bouleverserait l'ordre géopolitique, isolant les partenaires occidentaux repliés sur la côte, face à une union intérieure solide et résolue. Ce scénario redistribue toutes les cartes. L'effet domino dépasse la seule sphère politique. Ce sont le commerce, les infrastructures, les routes, les marchés qui redéfinissent la frontière entre dépendance et autonomie. L'histoire du chemin de fer Dakar-Bamako, autrefois instrument de contrôle colonial, pourrait être réinventée comme vecteur d'intégration régionale. La pression extérieure, loin de brider les ambitions, accélère la transformation. Même les alliés historiques de l'Occident nourrissent un désir croissant d'émancipation. Les anciennes certitudes vacillent. L'Occident, qui croyait pouvoir contenir la vague, voit poindre la possibilité d'un effondrement complet de son influence en Afrique subsaharienne. Si ce nouvel alignement se confirme, c'est la carte entière du continent qui sera redessinée. Alliances, routes commerciales, contrôle des ressources, capacité à parler d'une seule voix face au monde. Ici se joue l'avenir de la souveraineté africaine, mais aussi la place même de l'Afrique dans l'économie mondiale et les relations internationales du XXIe siècle. Mais la situation reste fragile. Chaque choix, chaque ralliement pourrait déclencher une réaction en chaîne irréversible. L'histoire récente de la Ligue arabe, marquée par des ruptures et des réconciliations, rappelle que l'unité régionale exige vigilance et compromis. Et si le véritable ciment de la solidarité panafricaine se révélait moins dans les discours politiques que dans la réalité économique? Regardez de plus près. Lorsque le port de Cotonou s'est fermé aux marchandises nigériennes sous la pression des sanctions, ce ne sont pas seulement les camions du Niger qui sont restés immobiles. Les transporteurs béninois, les dockers, les commerçants locaux ont vu leurs revenus s'effondrer. Des marchés entiers se sont figés, tandis que la sanction visait officiellement l'État nigérien. À l'inverse, le Togo, en affichant sa neutralité, n'a pas simplement évité les heurts. Ce petit pays a ouvert grand ses portes au commerce du Sahel, attiré les opérateurs privés, engrangé des profits inédits. Les entrepôts de Lomé débordaient, les routes vibraient, la croissance surgissait là où d'autres voyaient le repli et la crainte. Ce séisme n'a échappé à personne sur la côte. À Abidjan, à Accra, à Dakar, on comprend maintenant. Priver le Sahel d'accès, ce n'est pas affamer l'alliance des États du Sahel, mais s'auto-sanctionner. Le marché sahélien, fort de plusieurs dizaines de millions de consommateurs, se révèle être une manne vitale, bien plus stratégique que toutes les aides promises depuis Paris ou Washington. Un renversement s'opère. Pendant des décennies, les pays africains rivalisaient pour capter les miettes de l'aide extérieure. Désormais, la concurrence se joue pour capter le marché africain, ses matières premières, ses populations. Les anciens réflexes de dépendance vacillent. La priorité n'est plus d'attirer subventions ou prêts, mais de sécuriser l'accès aux voisins. Plus encore, le centre de gravité économique glisse. Là où tout regardait vers l'Europe, l'axe de la prospérité se déplace vers le Sahel. Les grands corridors logistiques, les routes d'exportation, l'influence régionale ne passe plus nécessairement par Marseille ou Anvers, mais par Niamey, Ouagadougou ou Bamako. L'histoire coloniale de l'extraction s'inverse. C'est le cœur du continent qui impose désormais son tempo, ses règles, ses exigences. Ignorer ce basculement,
c'est risquer de rester sur le quai, marginalisé dans un marché continental en pleine mutation. Et pour le citoyen ordinaire, qu'est-ce que cela change? Au-delà des slogans, cette recomposition apporte des opportunités inédites, des emplois retrouvés, des prix plus stables, une fierté neuve. Mais aussi, de nouveaux défis à relever, car aucune renaissance ne va sans secousse. Prenons l'exemple d'un commerçant de Niamey, qui, grâce à l'ouverture d'un nouveau corridor logistique via le Togo, a pu maintenir ses importations de riz et de sucre, évitant ainsi la hausse vertigineuse des prix observés lors du blocus de Cotonou. Alors, la question n'est plus seulement celle des frontières ou des alliances politiques. Ce qui se joue désormais, c'est la capacité pour chaque État de s'insérer dans ce nouveau rythme continental ou de rester spectateur. Les gouvernements doivent investir dans l'éducation, encourager l'innovation locale et bâtir des infrastructures résilientes. Chaque politique publique doit être pensée à l'échelle de la région. La carte ne se dessine plus à Berlin, mais dans chaque ville, chaque village d'Afrique. Chaque marché, chaque route, chaque connexion numérique devient un nœud stratégique dans la toile du continent. Les initiatives citoyennes, des coopératives de femmes à Sikasso aux startups technologiques à Ouaga, façonnent le quotidien du futur. 140 années après la conférence de Berlin, les frontières imposées vacillent. Les peuples refusent d'être de simples témoins. Ils deviennent les architectes de leur histoire. La conférence de Berlin, en 1884, avait dépecé l'Afrique sans la consulter. Aujourd'hui, le vent tourne. De Bamako à Niamey, d'Ouagadougou à Dakar, c'est désormais la volonté collective qui façonne le destin du continent. Le temps des accords secrets et des clubs fermés s'achève. Les peuples exigent transparence et responsabilité. La Confédération du Sahel n'est plus une idée lointaine ni un rêve de militaire. C'est une réalité forgée dans la solidarité, nourrie d'épreuves et d'espoir. La souveraineté n'est plus un murmure. Elle circule, grandit, s'enracine à chaque victoire, à chaque sanction déjouée. Le choix n'appartient plus aux chancelleries étrangères ou aux experts occidentaux. Il revient à chaque citoyen, à chaque jeune lassé de voir les ressources fuir, à chaque femme qui exige justice, à chaque voix qui réclame le droit de traverser son propre continent sans entrave. Le risque n'a jamais été aussi élevé. Rester spectateur de la nouvelle ère ou saisir l'instant pour devenir acteur. C'est maintenant, dans la rue, sur les réseaux, dans les urnes, que l'histoire se réécrit, au-delà des lignes tracées par d'autres. La victoire populaire au Sénégal l'a prouvé. La souveraineté ne s'impose pas, elle se conquiert, se protège, se partage. Les vieux murs tombent, les anciennes routes s'effacent. Une nouvelle boussole guide l'Afrique. Son nord n'est plus Paris, Londres ou Washington, mais l'aspiration commune à la dignité et à l'intégration. La carte du continent n'appartient plus à une poignée de décideurs, mais à chaque main audacieuse, chaque voix indocile, chaque génération qui ose rêver d'un destin partagé. Quels seront les prochains pas? Les citoyens peuvent s'impliquer, organiser des forums locaux, investir dans les coopératives, exiger des comptes à leurs élus, participer à l'essor des technologies africaines. Allons-nous rester figés devant ce nouveau chapitre, ou choisirons-nous de prendre la plume? Le feu de la souveraineté brûle déjà, à chacun de nourrir la flamme ou de la regarder de loin.